Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Le 18 décembre 1970, à 9h du matin, Jeanne, une petite blonde grassouillette et charmante, mère de 3 enfants, dit à son mari « René, cet après-midi, j'irai peut-être chez ma mère. Est-ce que tu pourrais venir me chercher à Berliner Platz vers 6h ?» Réponse de René « Je suis pas sûr de pouvoir venir. Téléphone-moi dans l'après-midi. » C'est avec ces mots sans importance que cet homme, René, et cette femme, Jeanne, prennent, sans le savoir, rendez-vous avec Jean-Pierre ce soir, à 18h12. Jean-Pierre, c'est le héros d'un dossier extraordinaire qui ne peut vous laisser indifférent car il illustre d'une façon claire et dramatique l'un des grands problèmes de notre temps. Il a été établi d'après une enquête spéciale de la police allemande publiée en juin 1970. Donc, sans le savoir, Jeanne et René ont rendez-vous avec Jean-Pierre. Mais qui est Jean-Pierre? Eh bien, Jean-Pierre est un enfant illégitime, né le 21 octobre 1945. Jean-Pierre est élevé avec 6 demi-frères et demi-sœurs, et se fait surtout remarquer à l'école primaire par sa paresse et son désordre. Il fait souvent l'école buissonnière, et à la rentrée des classes de 1958, à 13 ans, il vole une montre. Revenons, si vous le voulez bien, chers amis, pendant quelques instants à la petite mère de famille blonde et grassouillette qui demande à René, son mari, le 18 décembre 1970 à 9h du matin, de venir la chercher chez sa mère. René est partie, elle fait son ménage et reçoit le coup de téléphone d'une amie, Henriette. Cette Henriette est aussi mère de 2 enfants. C'est une femme d'origine paysanne, pleine de santé, qui travaille comme vendeuse dans un grand magasin. C'est le jour de fermeture de ce magasin et les 2 femmes décident d'aller prendre le thé ensemble à Berliner Platz l'après-midi. Toujours sans le savoir, elles sont donc 3 personnes, Jeanne, Henriette et René, à avoir rendez-vous ce soir-là avec Jean-Pierre à 18h12. Revenons alors au cas de Jean-Pierre. En 1959, on a mis Jean-Pierre à l'orphelinat. Il y est resté 1 an avant de retourner chez sa mère qui le plaçait comme apprenti serrurier. Il changeait sans arrêt de patron et n'allait que très rarement aux cours professionnels. En 1962, il avait donc 17 ans, il volait des cartouches de cigarettes dans un self-service. Le juge pour enfants le sermonnait gentiment et le condamnait à une amende de 20 francs. Mais ne perdons pas de vue notre brave mère de famille, blonde et grassouillette, qui, comme n'importe laquelle d'entre vous, mesdames, le 18 décembre 1970, s'en va faire ses courses. Elle remplit sa poussette, car avec 2 garçons, qui sont déjà presque des jeunes hommes, une fille qui fait du basket et un mari d'1m80, il ne faut pas faire les choses à moitié, tout se compte par litre ou par kilo. Pour les dépenses, elle compte tout de même au plus juste, car bien que son mari gagne normalement sa vie, il ne roule pas sur l'or. Il faut dire qu'ils ont payé les traites d'une maisonnette qu'ils viennent d'acheter à la campagne. Pourtant, ce jour-là, elle fait une petite folie en achetant du saumon, un énorme gigot et un gâteau à la noix de coco. Elle sourit en imaginant la joie de sa fille lorsque celle-ci va découvrir son dessert préféré, le gâteau à la noix de coco, et les 17 bougies qu'elle y aura plantées car c'est son anniversaire. Évidemment, ce ne sera pas tout à fait une surprise car sa fille sait que c'est aujourd'hui son anniversaire. D'ailleurs, elle viendra peut-être retrouver sa mère en sortant du basket au salon de thé de Berliner Platz. Dans ce cas, elle aussi aura rendez-vous avec Jean-Pierre à 18h12. Mais quittons quelques instants cette femme pour nous préoccuper à nouveau de Jean-Pierre. Lorsqu'il a 18 ans, donc en 1963, il n'était pas un inconnu pour la police qui avait souvent affaire à lui. Il avait volé un vélo, il avait gardé plusieurs fois des objets trouvés, s'était fait arrêter alors qu'il traversait à grande vitesse un croisement dangereux sur un vélo moteur qu'il venait de dérober. Les policiers qui l'interrogeaient constataient qu'il n'avouait jamais, sauf ce qu'on pouvait lui prouver avec certitude. 2 mois plus tard, il volait encore une petite moto et circulait sans permis. Le tribunal pour enfants le plaçait 6 mois sous surveillance dans un atelier où il travaillait comme manœuvre auxiliaire.
Un mois plus tard, voici qu'il comparaissait à nouveau devant ce même tribunal. Cette fois, voici les faits. Jean-Pierre serait resté jusqu'à minuit dans un café en compagnie d'un rentier handicapé âgé de 68 ans. Celui-ci déclarait que Jean-Pierre, en sortant du café, l'aurait frappé et terrassé pour lui voler son portefeuille contenant l'équivalent de 180 francs. Par contre, Jean-Pierre prétendait qu'en sortant du café, le vieillard l'aurait serré le près dans l'intention évidente d'avoir avec lui des rapports que la morale réprouve. Toujours d'après Jean-Pierre, comme le vieillard le menaçait de sa canne, il se serait défendu en lui portant des coups de poing au visage, ce qui l'aurait fait tomber par terre. Toujours d'après Jean-Pierre, il aurait ramassé le portefeuille alors qu'il était déjà tombé de la poche du vieillard. Quelle que soit la raison de cette altercation, le tribunal est choqué que Jean-Pierre ait volé le portefeuille d'un homme âgé, handicapé, blessé et étendu à terre. Jean-Pierre s'explique. Dans le café, ce vieux salaud avait renversé un verre de cognac sur mon pantalon qui était tout taché. Alors, furieux, sans compter, j'ai pris cet argent pour me dédommager. Enfin et surtout, une belle-sœur de Jean-Pierre vient déclarer sous serment qu'elle a surpris autrefois le vieillard faisant des propositions malhonnêtes à Jean-Pierre. Alors le tribunal, au bénéfice du doute, condamne Jean-Pierre à une peine légère et il est relâché pour une nouvelle période de liberté sous surveillance. Oublions Jean-Pierre quelques instants encore pour retourner auprès de notre petite mère de famille Blonde et Grassouillette. Après avoir déchargé sa poussette, rempli le réfrigérateur, elle téléphone à sa belle-sœur Micheline tout en mangeant un morceau de gruyère. En prévision du thé et du dîner d'anniversaire, elle a en effet décidé de ne pas déjeuner. Sa belle-sœur Micheline est une amie d'enfance, elles se sont connues à l'école et elles ont épousé la même année les deux frères. Sa belle-sœur est peintre. Elle commence seulement à gagner sa vie avec sa peinture. Elle est toute heureuse d'annoncer « Ma chérie, j'ai encore vendu 2 toiles hier. » On la sent au téléphone rayonnante de bonheur. Ah, il faut dire qu'il était temps qu'il rentre un peu d'argent à la maison. Son mari, employé dans un bureau d'études, a démissionné pour exploiter lui-même ses brevets, convaincu qu'il allait faire fortune. Or, s'il fera fortune un jour, en attendant, il a fallu se serrer la ceinture. Il leur est arrivé de travailler la nuit, elle comme concierge dans un petit hôtel plus ou moins borgne, et lui dans une imprimerie. Mais la journée, il travaillait sur ses brevets, et elle peignait, et cela en faisant bonne figure à leurs 4 enfants. Mais tout est oublié. Aujourd'hui, Micheline est toute heureuse, elle a vendu 2 toiles. Elle propose de se joindre à Jeanne et à Henriette à l'heure du thé. C'est d'accord? Les 3 copines pourront papoter et se rappeler de vieux souvenirs. Elles sont donc 3 femmes et un homme qui ont maintenant rendez-vous sans le savoir avec Jean-Pierre à 18h12. 5 ans plus tôt, le 2 février 1965, un policier faisant une ronde avait trouvé Jean-Pierre ivre-mort, cuvant sa cuite dans une voiture qu'il venait de fouiller. Le taux d'alcool dans son sang à 3 heures du matin était de 1,28%. Au tribunal, il promettait de se tenir correctement à l'avenir, de ne plus boire et de ne plus s'intéresser aux voitures qui ne lui appartenaient pas. Le tribunal prenait cette promesse pour argent comptant et le relâchait immédiatement. Le 15 août de la même année, il provoquait un accident à une voiture de louage. L'analyse sanguine révélait un taux d'alcoolémie élevé, 1,49%. Les autorités suspendaient le permis de conduire que Jean-Pierre venait d'obtenir quelques jours auparavant. Malheureusement, on ne pouvait lui confisquer matériellement ce permis de conduire qu'il avait soi-disant perdu. Jean-Pierre en profitait pour louer une voiture dans laquelle il se promenait pendant plusieurs jours, jusqu'à ce que le loueur, qui n'avait pas été payé, en exige la restitution. Il est à noter que les 6 demi-frères et sœurs de Jean-Pierre, devenus adultes, avaient une vie tout à fait normale. Par contre, Jean-Pierre ne travaillait qu'occasionnellement et changeait constamment d'employeur. Jean-Pierre vivait chez sa mère et ne lui versait aucune pension. Le 17 septembre, Jean-Pierre, qui était fiancé depuis 6 mois, devenait père d'un petit garçon. Cela ne l'empêchait pas de sortir des nuits entières. D'ailleurs, quelques jours après la naissance de cet enfant, une jeune fille de 16 ans se présentait à la maison pour demander de ses nouvelles car elle avait une liaison avec lui depuis 2 années. La mère et la famille hésitaient avant d'aborder le sujet car elles avaient peur de lui. Quand la mère se décidait enfin à lui demander des explications, Jean-Pierre lui répondait que cela ne la regardait pas, sortait et revenait 2 heures plus tard ivre et la menaçant avec un couteau. Sa belle-mère est veuve, elle n'osait pas intervenir, ni ses belles-sœurs. Il leur avait volé de l'argent à plusieurs reprises. Mais il l'avait toujours nié
contre toute évidence, en les menaçant. Alors elles n'osaient le dénoncer, car elles aussi avaient peur de lui. Bien entendu, le tribunal avait désigné un éducateur pour surveiller et diriger Jean-Pierre, un homme jeune, honnête, dynamique, et de ce fait surchargé de travail. Il essayait de discuter avec le garçon, l'observait à travers ses lunettes d'acier, et ne savait pas par quel bout le prendre. Jean-Pierre n'est pas très intelligent, et il était d'autant plus difficile d'avoir avec lui une conversation sérieuse qu'il ne se faisait aucun souci à propos de sa situation présente et à venir. Sa fiancée était trop superficielle pour avoir sur lui une quelconque influence. L'éducateur estimait que Jean-Pierre était victime de sa naissance, de son éducation, de son milieu, qu'il n'avait aucune maturité et que, n'étant pas psychologiquement adulte, il y avait lieu de le traiter comme un enfant. Donc, à chaque nouvelle rechute, vol de chèques, recel, etc., le tribunal devant lequel il comparaissait ne lui infligeait que des peines légères réservées aux mineurs. Au maximum, 2 mois dans une maison de détention pour jeunes. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Revenons à ce 18 décembre 1970. Lorsque Jeanne, la petite blonde mère de famille grassouillette, arrive chez sa mère. Il est 15 heures. Elle lui amène dans un énorme ballot tout le linge de la famille. C'est une tradition. C'est sa mère qui lave le linge avec une machine à laver. Évidemment, Jeanne aurait pu s'acheter une machine à laver et laver son linge elle-même, mais sa mère est encore très valide malgré ses 70 ans, et cela lui donne l'illusion de se rendre utile. Pour la même raison, c'est elle qui fait les travaux de couture importants et tricote les pullovers. Jeanne propose à sa mère de venir prendre le thé avec ses amis. Mais la mère refuse. Elle veut d'abord s'occuper de laver le linge. Elle les rejoindra au salon de thé, qui est tout à côté, si elle a le temps. Sinon, elle viendra ce soir au dîner d'anniversaire de sa petite fille, directement et par l'autobus. Donc, si elle a le temps. La grand-mère sera la 5e personne qui aura rendez-vous, sans le savoir, avec Jean-Pierre, ce 18 décembre 1970, à 18h12. Fin 1966, alors que Jean-Pierre venait d'être condamné 15 jours plus tôt à 2 mois de prison, l'éducateur s'efforçait de le faire relâcher pour Noël. Il déclarait « Jean-Pierre est un bon garçon. Il ne sait pas pourquoi il commet de tels délits. Il les regrette et voudrait qu'un médecin le soigne. Il désire être rapidement libéré, par exemple pour Noël, car il a des dettes et il doit travailler pour sa fiancée et son enfant. Il a sérieusement l'intention de se conduire comme il faut. » Jean-Pierre était donc libéré pour Noël. 15 jours plus tard, le 31 août 1967, Jean-Pierre se rendait avec 3 camarades dans une ville voisine. Là, il s'enivrait et l'argent venait à manquer. Vers 1h du matin, en voiture, il chargeait un autostoppeur. Il roulait jusqu'à un endroit isolé, assommait le malheureux de plusieurs coups de poing, avant de le sortir de la voiture et de le tirer au pied d'un talus. L'homme reprenait ses esprits, suppliait les 4 voyous de ne plus le frapper. D'ailleurs, il affirmait ne pas avoir d'argent sur lui. Mais les 4 jeunes gens n'en étaient que plus furieux et le frappaient de plus belle, allant jusqu'à lui décocher des coups de pied dans la figure. Lorsqu'ils abandonnaient le pauvre garçon après l'avoir fouillé, ils emmenaient en tout et pour tout l'équivalent de 6 francs. Jean-Pierre était arrêté le lendemain et comparaissait quelques semaines plus tard devant le tribunal. Une fois encore, bien qu'il ait 21 ans, le tribunal le considère comme un enfant. Oh, certes, il est condamné à 5 ans de détention, mais dans une maison pour jeunes délinquants. Dans cet établissement, Jean-Pierre travaillait à l'équipe d'entretien et se conduisait correctement. En réalité, Jean-Pierre n'était pas sitôt interné qu'il comptait déjà repartir, et il savait qu'il repartirait. Ses séjours en maison de délinquance lui paraissaient des intermèdes sans importance, une sorte de formalité stupide dont il convient de hâter la conclusion. Et Jean-Pierre ne cessait, dès les premiers jours de son internement, de demander sa libération. Les arguments pour cela sont nombreux. D'abord, il doit subvenir aux besoins de sa famille. Sa belle-mère, qui veut se remarier, ne peut pas garder chez elle, faute de place, sa jeune femme et son enfant, etc., etc. 18 décembre 1970. Dans un modeste salon de thé, les 3 copines, mères de famille, Jeanne, Henriette et Micheline, papotent, se racontent des histoires de copines, des histoires de femmes, des histoires de mères de famille. La mère de Jeanne, qui les a finalement rejointes, les écoute avec indulgence. Soudain, Jeanne se lève. « Il faut que j'appelle René. »
Elle traverse le salon de thé, entre dans la cabine téléphonique, compose le numéro. « Allô, mon chéri, est-ce que tu peux venir nous chercher à Berliner Platz? Je suis avec Henriette et Micheline. On pourrait les déposer en passant? Maman préfère remonter chez elle. Elle viendra plus tard par l'autobus. » L'homme hésite au bout du fil. « Je n'ai pas fini, dit-il. Je ne peux pas être là avant une demi-heure, ou même une heure. »« Ça ne fait rien, dit Jeanne. Ne t'aie pas de soucis. Nous t'attendrons jusque vers 6h15. Et si tu n'es pas là, nous prendrons l'autobus. » Voici le genre de lettre que Jean-Pierre envoyait au procureur depuis la prison en 1967. C'est une traduction de l'allemand. « Combien de temps devrais-je rester ici à pleurer? Croyez-moi, je désespère à force de penser, de pleurer. Ma chère mère a élevé 9 enfants. Elle n'a pas mérité les malheurs que je lui cause. Aucun de ses enfants ne lui a fait autant de misère que moi. Mais c'est un soulagement pour moi de savoir en bonne conscience que c'est absolument la dernière fois. Je me fais vraiment de gros soucis à la pensée que ma mère pleure et rumine sans arrêt. » Finalement, après avoir adressé au procureur et à l'éducateur maintes lettres aussi touchantes, Jean-Pierre est libéré, après seulement 2 années de détention, soit le 1er janvier 1970. Le 18 décembre 1970, à 18h, les 3 copines mères de famille, Jeanne, Henriette et Micheline, regardent la Berliner Platz à travers la vitre du salon de thé, guettant la venue problématique de René. Oh, ce n'est point qu'elle n'ait plus rien à se dire, mais chacune des 3 doit rentrer préparer le dîner de la maisonnée. Les minutes passent. La mère de Jeanne remonte chez elle. Henriette dit « Bon, je crois qu'on est bonne pour l'autobus. »« Attendons encore 10 minutes, dit Jeanne. Il n'est que 18h. » Dès qu'il a été libéré, Jean-Pierre, qui déclarait se sentir une moitié d'homme sans permis de conduire, demandait qu'il lui soit restitué. Évidemment, vu les antécédents et le casier judiciaire de Jean-Pierre, le tribunal hésitait. Mais l'éducateur appuyait sa demande. « Je connais bien Jean-Pierre, disait-il. Il a payé sa dette et il considère cette restitution de son permis comme une preuve de confiance. J'insiste pour qu'on lui donne cette nouvelle chance. » 18 décembre 1970. Dans le salon de thé, vers 18h06, Jeanne sursaute. « Ah, voilà René, dit-elle. » En effet, une Volkswagen bleue a entrepris de tourner autour de la Berliner Platz. René, le conducteur, fait un signe du bras par la portière en direction du salon de thé. Le 3 septembre 1970, Jean-Pierre était soumis à un examen médico-psychologique, à la suite de quoi les autorités lui accordaient, après quelques hésitations, un permis de conduire spécial de 3e classe, c'est-à-dire un permis qui limite sa vitesse sur autoroute à 100 km/h et sur les autres routes à 80 km/h. Si Jean-Pierre contrevenait aux règles de la circulation, l'administration spécialisée devait être immédiatement informée. 18 décembre 1970, 18h08, Berliner Platz. La petite Volkswagen bleue s'est arrêtée devant le salon de thé. René, un grand bonhomme mince et sympathique, en est sorti. Debout sur le trottoir, il salue les 3 copines à travers la vitre. René est chauve et porte des lunettes d'écaille. Henriette, Jeanne et Micheline, qui ont enfilé leur manteau, s'apprêtent à sortir. Le 11 septembre 1970, Jean-Pierre est entré en possession de son permis de conduire. Pendant 3 mois, on n'entend pas parler de lui. Mais chaque fois qu'il en a les moyens, il loue une voiture. 18 décembre 1970, 18h10. Sur le trottoir de la Berliner Platz, les 3 copines ont embrassé René. Maintenant, elles montent dans la voiture. D'abord Jeanne, puis Henriette, puis Micheline, et René se met au volant. Ce matin, 18 décembre 1970, Jean-Pierre a loué une nouvelle voiture, une BMW. 18 décembre 1970, 18h11. René tourne la clé de contact. Le moteur tourne. Il passe en première et quitte le trottoir de la Berliner Platz. 18 décembre 1970. Jean-Pierre, avec 2 copains, a passé l'après-midi à traîner le café en café. Vers 18h10, il décidait de rentrer chez lui. Ses camarades qui le voyaient partir étaient ivres, et lui aussi, car sa voiture zigzaguait.
René fronce les sourcils. En quittant à vive allure la Berliner Platz, il voit venir en face de lui une voiture BMW qui zigzague. Il n'a pas le temps de s'arrêter car la BMW qui freine brusquement dérape et glisse vers la petite Volkswagen à une vitesse folle. Les trois copines, Jeanne, Henriette et Micheline, hurlent. Le choc est tellement violent que les moteurs des deux voitures explosent. Une troisième voiture, où se trouvent deux personnes et dont le conducteur, cramponné à son volant, freine de toutes ses forces, vient se jeter sur les deux véhicules en feu. Il est 18h12. Le 18 décembre 1970. Les passants depuis le trottoir, les gens depuis leurs fenêtres, voient brûler vivantes 5 personnes, sans qu'on puisse rien pour elles. Jeanne, Henriette, Micheline, René et Jean-Pierre. Dans l'autre voiture, 2 autres personnes, quoique grièvement blessées, seront sauvées. Cet affreux accident de la circulation est authentique. C'est justement parce qu'il a des conséquences particulièrement graves, inhabituelles, bien supérieures à la moyenne, que la police allemande décide de faire une enquête et d'étudier le curriculum vitae du conducteur responsable. Après de très vives critiques à l'égard de la justice, des éducateurs, des administrations, l'auteur du rapport conclut: est-ce un accident? Peut-on appeler accident un événement que n'importe quelle personne douée de bon sens pouvait prévoir? Peut-on appeler accident un événement que 100 fois la société a eu l'occasion d'empêcher? Non. Cet événement est le fruit de l'incompétence, de la négligence, d'une coupable indulgence, mais ce n'est pas un accident. En laissant entre les mains de ce jeune homme une voiture, les fonctionnaires se sont montrés aussi monstrueusement indifférents que s'ils avaient laissé un enfant de 3 ans jouer avec une bombe. C'est eux qui ont tué Jeanne, Henriette, Micheline, René et finalement Jean-Pierre. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1 et produit par Europe 1 Studio. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Raphaël Mariat. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée.